Bonjour à tous et merci de nous rejoindre au Parlement européen à Bruxelles pour Ici l'Europe. Nous prenons tout de suite la direction du Grand Nord, du continent arctique, qui avec le réchauffement climatique devient l'objet de convoitises et d'intérêt. Nous aurons un débat sur son futur sur notre plateau dans quelques minutes. Et puis ne manquez pas la seconde partie de notre programme sur un tout autre terrain, celui des opérations extérieures de l'Union européenne. Comment l'Europe se projette dans le monde. Nous en parlerons avec le général de Rousier qui dirige le comité militaire de l'UE et nous parle de cette mission de formation au Mali. Retour en plateau avec mes invités pour parler d'un continent longtemps oublié qui fait l'objet d'un regain d'intérêt aujourd'hui, l'Arctique. Autour du pôle Nord, il est le terrain du réchauffement climatique puisque ces glaciers fondent inexorablement. C'est un grand témoin donc de ces changements. Du coup, beaucoup de compagnies se disent que c'est l'occasion de forage puisque la région contiendrait 13% des stocks de pétrole encore non découverts et 30% des stocks de gaz. Faut-il exploiter ou préserver l'Arctique? Nous aurons le débat sur ce plateau entre Niels Egelsjøen, bonjour. Vous êtes ambassadeur de Norvège à Bruxelles. La Norvège qui fait partie du Conseil de l'Arctique dont on va parler. Bien sûr, Sandrine Bélier, bonjour. Bonjour. Députée européenne du groupe des Verts à la Commission Environnement. En quelques mots, juste, pourquoi ce soudain intérêt pour l'Arctique qui a longtemps été négligé, il faut le dire? Oui, c'est ce qui est vrai, mais je crois qu'en tout cas de la part de la Norvège, nous avons pendant plusieurs années, le gouvernement actuel, pendant plusieurs années, essayé de mettre l'Arctique sur l'agenda politique, notamment à cause, vous avez parlé du gaz et du pétrole, mais aussi des défis environnementaux, les possibilités de transport, la pêche, etc. Donc toutes les ressources minéraux aussi. Donc c'est sûr que c'est une région très importante maintenant. Je crois que pendant très longtemps, vous savez, il y a une formule qui dit loin des yeux, loin du cœur. Et l'Arctique était considéré comme le bout du monde, comme un milieu particulièrement hostile. Et aujourd'hui, il est au cœur de l'actualité parce que lorsqu'on parle de dérèglement climatique et de réchauffement climatique, c'est au pôle qu'on le constate en premier lieu, et notamment en Arctique. Et ça nous alerte. Et ce qui se passe en Arctique concerne l'ensemble de la communauté humaine. Alors précisément pour mesurer les menaces qui pèsent sur l'Arctique et les opportunités aussi que recèle ce continent, notre reporter a bravé le froid. Julie Dungoloff a embarqué à bord d'un bateau rempli de scientifiques qui s'intéressent de très près à toutes ces problématiques de l'Arctique, direction la Norvège. On regarde. Il est 11h du matin sur l'archipel de Svalbard, au milieu de l'Arctique. Embarquement immédiat à bord de l'Elmerensen, un navire océanographique pour la dernière étape du voyage. Cette équipe de scientifiques explore l'Arctique depuis une dizaine de jours pour analyser les impacts du réchauffement climatique en pleine nuit polaire. Jørgen Bergen travaille sur la mutation de la morue polaire, une espèce clé dans la chaîne alimentaire. C'est très important d'analyser leur comportement dans cette partie de l'Arctique, car c'est une partie qui est relativement chaude et ça va nous donner une idée des effets potentiels du réchauffement climatique. Il analyse ces effets 2 étages plus bas dans la cale du bateau. Et le constat est clair, les morues rétrécissent, disparaissent et sont petit à petit remplacées par la morue antarctique attirée par ces eaux plus chaudes. Et avec ce réchauffement de l'eau, on observe une fonte de la banquise avec un record franchi en 2012. 70 000 km² auraient disparu. Guerre y voit des conséquences pour de nombreuses espèces. S'il n'y a plus de glace, le phoque arctique ne pourra plus se reproduire. Et l'ours polaire n'aura plus de nourriture. Elisabeth travaille sur les planctons, mais aujourd'hui son inquiétude est ailleurs. La fonte des glaces permet l'accès à différentes zones de l'Arctique, jusqu'ici inexplorées. Les compagnies pétrolières en profitent pour exploiter les dernières ressources naturelles disponibles, sans pour autant en contrôler les conséquences. Il y a un exemple très grave, moi je trouve, c'était un des responsables de communication pour les grandes compagnies pétrolières en Norvège qui disait que, mais vous voyez, en moyenne, il y a autant de lumière dans l'Arctique que dans le sud. S'il a un accident et de la pollution, il y a une grande différence entre attendre peut-être au maximum 12 heures pour que la lumière revienne dans le sud et 4 mois. Et en remontant vers le sud, le soleil refait son apparition après 15 jours de nuit noire. En 2 heures, il se sera levé et recouché,
Le temps pour l'équipage de l'Elmer Hansen de préparer le débarquement. Retour à Tromsø pour une conférence sur les frontières de l'Arctique. Les acteurs politiques sont réunis pour parler de l'avenir géostratégique de la région. Après de nombreuses tensions sur la circulation maritime et les explorations pétrolières, l'heure est à l'apaisement. Cela pourrait être une zone de conflit potentiel, mais grâce à la manière dont tous les pays de l'Arctique ont envisagé cette problématique, on peut dire qu'aujourd'hui c'est une zone de faible tension et de coopération internationale positive. L'Europe voudrait avoir son mot à dire dans ce débat, mais elle avance ses pions prudemment. C'est bien pour nous d'être là, non seulement pour profiter des bonnes opportunités, mais aussi pour prendre nos responsabilités. Parce que l'on investit, on fait des recherches, on pollue, donc nous avons besoin d'une coopération internationale. L'Arctique, territoire longtemps inexploré, inexploité, est aujourd'hui l'objet de toutes les convoitises. Alors on l'a vu, un continent intéressant parce qu'il est véritablement un témoin de ce réchauffement climatique. Ça lui pose un certain nombre de problèmes d'ailleurs. Ça nous pose un certain nombre de problèmes à l'échelle mondiale parce que c'est ce que dit le reportage. Là, pour les climato-sceptiques, je veux dire, il n'y a pas possibilité de contester. Là, vous êtes d'accord. Bien sûr. On voit la neige. Nous sommes absolument d'accord. On voit la neige fondre. Oui. Il était dit que la banquise, on a une fonte de la banquise exceptionnelle en 2012. Le GIEC, les scientifiques, nous annoncent qu'il n'y aura plus, à ce rythme de dérèglement climatique, il n'y aura plus de banquise en 2040. Et 2040, c'est demain. C'est dans moins de 30 ans. Donc on va voir, et de notre vivant, au fur et à mesure, si les mesures ne sont pas prises, si on reste sur le même modèle économique, ça va nous faire rebondir, notamment sur l'utilisation des énergies fossiles, qui contribuent directement, et on le sait aujourd'hui, au dérèglement climatique. Si on reste sur ce modèle-là, voilà, on va voir tout un continent disparaître, mais on va aussi voir des bouleversements à l'échelle planétaire. Vous avez entièrement raison, et c'est dans le sens que la fonte de glace va beaucoup plus vite qu'on pensait. Donc à une vitesse nettement plus vite qu'on pensait il y a 10 ans. Et ça, c'est clair. Et ça, c'est le changement climatique total dans le monde et globalement. Mais ce qui est aussi important maintenant, c'est de pouvoir avoir de plus en plus de savoir-faire sur la région, et c'est ce que nous faisons en Norvège, entre autres avec le bateau, le navire que vous avez vu tout à l'heure. Parce qu'il faut savoir que même dans la nuit polaire, même au plus froid du froid, il y a de la vie. Peut-être c'était un tabou qui a été levé, on pensait qu'il ne se passait rien. En fait. Ce qui est important de savoir, pendant des milliers d'années, il y a une activité dans la région arctique. Bon, bien sûr pas sur le pôle Nord même, mais dans le milieu arctique, dans le nord de la Norvège, en Finlande, en Russie, au Canada, Alaska, etc. Donc c'est pas une région, on ne peut pas dire que c'est une région comme ça romantique uniquement avec les ours polaires, ce qui est vrai aussi, mais c'est aussi une région vivante qui est importante les ours pour polaires le qui ont des difficultés, difficultés, on le disait, effectivement. Les ours polaires qui sont en danger. Et on a une spéculation, notamment sur les pays d'Asie, sur les peaux d'ours, qui aujourd'hui dépasse les $5000 par ours. Mais là, il faut dire ça vient pas de Svalbard où il y a des ours polaires en Norvège. Ça, c'est une interdiction totale sur le commerce ou même sur la Alors là-dessus, vous êtes d'accord. Maintenant, progressons dans la discussion sur les points où vous allez être moins d'accord, probablement. Alors, il existe, on l'a expliqué, un conseil de l'Arctique, 8 membres. C'est une structure assez souple tout de même. Dans ce conseil, côté États-Unis, Russie, bien sûr, les deux membres importants. Et puis Danemark, Suède, Norvège, Islande, Finlande. On voit des pays donc européens. Est-ce que ça peut donner des solutions pour l'Arctique? Est-ce qu'ils sont tous d'accord, notamment sur les forages pétroliers et gaziers? Nous avons eu des accords sur l'environnement, sur la recherche et le sauvetage, donc des opérations. Donc le Conseil de l'Arctique est très important en tant que de groupement de pays où on peut parler ensemble, et on a fait des décisions très importante. Et le Conseil aussi est d'accord que le droit sur la mer, la Convention sur le droit de la mer, doit dominer le droit dans la région arctique.
Donc le Conseil arctique est très important et c'est pour ça que nous voyons, nous, la Norvège, que l'Union européenne soit observateur dans le Conseil, avec d'autres possibles observateurs aussi. La France, par exemple, est déjà observateur. La France déjà, voilà. mais l'Union européenne même. C'est l'objet, effectivement, ces questions de forage à intensifier ou non, puisqu'il y aurait de fortes réserves de gaz et de pétrole, de beaucoup de polémiques. La commission environnement à laquelle vous appartenez au Parlement européen avait voté en septembre dernier pour un moratoire sur le forage pétrolier et gazier. Elle a été contredite par l'autre commission, la commission à l'industrie, qui a voté dans le sens inverse. Vous savez, c'est assez fréquent. C'est assez fréquent que les opinions divergent entre la commission parlementaire environnement et la commission industrie. Alors sur les forages et sur l'Arctique, vous disiez, moi, je partage l'idée que c'est important qu'on ait le Conseil d'Arctique. On pourrait augmenter la gouvernance, on pourrait en faire aussi un lieu plutôt que des discussions opérationnelles et en termes de prise de décision. Nous essayons. Ensuite, la question de l'Arctique et la question du dérèglement climatique, c'est une question qui nous renvoie et qui renvoie à une responsabilité mondiale. Donc on a d'autres espaces tels que la Convention climat. Ça ne se limitera pas, ça n'est pas seulement les pays de l'Arctique qui peuvent déterminer ce qu'on va faire de l'Arctique, notamment à partir du moment où ils ont des intérêts particuliers, économiques, industriels, énergétiques, qui pourraient par moment leur faire oublier l'intérêt plus général de la lutte contre le dérèglement climatique. Je crois que l'ensemble de la communauté internationale a son rôle à jouer et particulièrement l'Union européenne. Absolument. Et la communauté internationale. C'est pas ce qu'a dit internationale. votre ministre norvégien quand même de l'énergie qui a dit que l'Union européenne n'a pas voix au chapitre puisqu'elle n'est pas très présente dans l'Arctique. Ça, nous parlons entre autres du moratoire et bien sûr nous avons les 5 États riverains qui ont les mers dans l'Arctique et dont l'Union européenne, il n'y a pas de pays de l'Union européenne parmi ces 5. Mais ce qui est important, c'est que la communauté internationale s'engage absolument, parce que comme vous dites, ça a des implications globales. Donc c'est pour ça que nous voulons bien impliquer, ça pourrait être un pays comme la Chine ou d'autres aussi dans l'Arctique, notamment pour en discuter, parce que nous reconnaissons bien sûr que ce qui se passe dans l'Arctique a aussi des implications globales. Mais la communauté internationale ou l'Union européenne est légitime à décider d'un moratoire sur les forages pétroliers, par exemple. Non, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que regardez, avec le droit de l'ONU... La Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne. Je ne fais pas partie... Non, ça il faut le dire. On le sait et on l'a vu notamment sur les dernières discussions concernant les nouvelles réglementations mais avec le droit de la mer, il est clair que les pays riverains sont responsables pour les mers arctiques. Et donc, mais c'est sûr aussi, donc ça entame aussi une responsabilité, des obligations. À 2000 miles. Ensuite, on a toute une zone qui est zone internationale, la zone internationale est limitée. Haute mer. Elle est limitée quand même par rapport aux zones parmi les 5 pays membres. Mais vous dites qu'il faut intensifier les forages d'un certain point de vue. Après tout, il n'y a pas de raison de ne pas rattraper le niveau des autres. Si, mais ce qui est important, c'est de pouvoir faire des forages éventuels, mais il faudrait avoir des plans de gestion, et c'est ce qu'on fait, vraiment pour savoir sur le côté environnement, pêche, quelles sont les conséquences. Mais bien, donc ça, c'est extrêmement important de faire ceci d'une façon tenable dans le sens environnement. Et c'est ce qu'on a fait pendant 40 ans dans la mer du Nord et dans la mer de Norvège avec l'activité exploration. Qui dégagent plus de CO2, on le sait, parce qu'ils sont plus compliqués, etc. Non, disons, là maintenant, les forages, aujourd'hui, avec la technologie qui existe actuellement, il y a nettement moins de problèmes par le forage même qu'il y avait il y a 25 ans. Donc ça, il y a une évolution, une grande évolution depuis 25 ans. Il y a l'argument de la sécurité qu'on a entendu aussi dans le reportage, à savoir qu'un homme qui tombe en mer dans l'Arctique, c'est compliqué de le sauver. Il y a l'argument sécurité humaine, mais sécurité environnementale également. Absolument. Et la gestion d'un certain nombre de plateformes pétrolières, notamment en mer du Nord, c'est ce qui avait amené la Commission environnement à décider du moratoire, suite à un incident. Vous le disiez, il y a eu un très très fort lobby des pétroliers. En plénière, le Parlement européen n'a pas décidé de suivre l'avis de la commission environnement. Mais moi, je partage le fait. L'idée du moratoire, c'était bel et bien qu'on se donne le temps et les moyens de faire les évaluations nécessaires, à tout point de vue. Ce sont des forages particuliers, même si ma conviction profonde, c'est qu'on devrait renoncer totalement à forer. Mais bien sûr, il y a une autre activité. Il faut quand même une activité humaine. Il faut une activité, mais vu la nature et la fragilité de ce milieu, tout le monde comprendra que cette activité, en cas d'incident,
Sur les techniques qui sont habituellement utilisées, notamment quand on a des incidents pétroliers, sont difficilement utilisables là dans une mer froide, mer glaciaire. 2, on le parlait, il y a les questions je ne vais pas dire de climat, mais de jour et des conditions d'exploitation qui sont très très différentes et qui peuvent rendre difficiles les mesures d'intervention en urgence, etc. Enfin, bref, on a un milieu, et je ne vais pas aller sur le terrain des impacts que ça aurait sur la banquise, sur le milieu naturel, etc. Sur les corails, sur d'autres, mais bien sûr, un accident, oui. Donc, mais c'est pour ça que c'est extrêmement important que nous apprenons de les incidents qui se passent, les accidents qu'il y a eu. Donc, et pour avoir la meilleure technologie, pour avoir des meilleurs plans, pour pouvoir avoir de voir. Mais donc, je vous repose maintenant à ce stade la question, protéger ou exploiter l'Arctique? Moi, je dis protéger. Protéger et exploiter. Mais ça va être difficile. Parce que la difficulté, c'est que... Je vois pas la contradiction. C'est que le risque zéro n'existe pas. On va revenir sur la catastrophe qu'il y a eu en Louisiane. Oui. On mesure encore les impacts aujourd'hui. C'est ça. Est-ce qu'il est nécessaire au regard du dérèglement climatique, au regard des capacités que l'on a de produire de l'énergie renouvelable, aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas plus intelligent de faire le choix, le pari énergétique du renouvelable plutôt que de continuer dans ce modèle, et ce modèle d'aller puiser jusqu'à la dernière goutte d'énergie fossile? Mais il faut voir aussi les besoins énergétiques en Europe et dans le monde global. On en a besoin. On a besoin bien sûr de l'énergie renouvelable, bien sûr, mais en même temps, pendant des années maintenant, on a toujours besoin du gaz et du pétrole pour un moment. Mais je ne dis pas qu'il faut le faire dans le Nord, parce que là, c'est sûr, en Norvège aussi, il y a un grand débat là-dessus, exactement. Mais ce qui est important, c'est que nous avons une expérience depuis 40 ans, qui nous montre que c'est possible de pouvoir exploiter en même temps, avoir un environnement sauf et sain. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous voyez qu'il est vif ici au Parlement européen. Vous restez en notre compagnie pour la seconde partie de notre programme. Nous allons explorer un tout autre terrain, celui des opérations extérieures de l'Union européenne, en compagnie du général de Rousier. C'est celui qui commande, en l'occurrence, le commandement militaire de l'Union européenne, et en particulier, il nous parle de l'opération au Mali, de formation de l'armée malienne.